Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la saison 9 de Vue du banc. On va parler aujourd'hui tirage au sort de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Je suis accompagné de Christophe Kuchli. Salut Christophe. Salut Raphaël. Et de Florent Teunitis. Salut Florent. Salut Raphaël. Christophe, qui, il faut le préciser, enregistre son deuxième podcast de la journée et on est passé tout près du troisième podcast de la journée puisque l'UEFA a organisé un tirage au sort un peu fantasque, un peu raté, puisque se sont trompés au moment de mettre les boules, euh, très tôt dans le tirage d'ailleurs, juste après le tirage au sort de Real Benfica, et c'était au moment du tirage entre Villarreal et un des deux Manchester, sauf que le mauvais Manchester est sorti, Manchester United, qui ne devait pas sortir, puisque Villarreal était dans la même poule. Gros imbroglio, qu'est-ce que va faire l'UEFA, qu'est-ce que vont faire les clubs? Évidemment, les clubs qui avaient pris des gros ont demandé à ce que ce soit retiré. Le Real qui avait pris Benfica ne voulait pas du tout être retiré à nouveau. À 15h, l'UEFA a organisé un nouveau tirage et on a donc eu ces huitièmes de finale là. Et cette fois, ce sont les bons. Ce ne sont pas les premiers qui ont été tirés. Donc Salzbourg va recevoir le Bayern, le Sporting Lisbonne va recevoir Manchester City, Benfica va jouer contre l'Ajax, Chelsea va jouer contre Lille, l'équipe la plus malchanceuse de la journée. L'Atlético va jouer contre Manchester United, Villarreal contre la Juve finalement, Inter-Liverpool, comme en 2008, et Paris-Real Madrid. Et c'est d'ailleurs par ce match qu'on va démarrer, Florent, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus, nous en tant que Français, peut-être. Non. Alors, mais Christophe, tu n'es pas français, il faut le préciser, tu es un citoyen du monde. Non, mais T'intéresses au surtout que je football. suis lillois, donc moi je m'intéresse plus au match de Lille. Oui, mais je dis, c'était un nous global. Non, mais c'est le match qu'on va sans doute le plus traiter parce que c'est le plus équilibré en théorie. Puisque Lille-Chelsea, Lille, c'est clairement le pire tirage, on y reviendra après. Donc Paris-Real Madrid, on précise que le premier tirage pour ceux qui sont passés à côté de cette journée, c'était Paris-Manchester United, comme il y a quelques années quand Tuchel avait payé le prix de cette double confrontation. Paris-Real Madrid, deux effectifs où il y a des stars, mais deux effectifs qui ne sont pas du tout construits de la même façon. Flo, comment tu vois cette rencontre-là un petit peu à chaud, ça fait 2 heures que le tirage s'est terminé. Comment tu imagines cette confrontation entre un Paris largement leader de son championnat, mais pas convaincant, et un Real qui l'est de plus en plus et qui a d'ailleurs battu l'Atlético lors de la dernière journée pour prendre un sacré matelas en Liga. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Ces deux équipes qui vivent un petit peu les mêmes championnats. Après, moi personnellement, j'ai très peu vu le Real cette saison, à part des bribes en Ligue des Champions, parce que je crois qu'ils avaient eu un match ou deux à 18h45 et j'avais pu les apercevoir. Il me semble que c'était cette saison. Si ça se trouve, j'ai faux. Mais en tout cas, j'avais vu quelques-unes de leurs sorties en Ligue des Champions et j'ai beaucoup de mal à me projeter pour l'instant et à m'enthousiasmer parce que bon, tu as deux équipes, comme tu l'as dit, qui survolent un petit peu leur championnat et qui donnent pas l'impression d'avoir à forcer en championnat. On en a parlé, Raphaël, dans les grandes affiches avec le PSG face à Monaco. Et j'ai l'impression que le Real a le même genre de matelas dans ses matchs en Liga où même sans être forcément flamboyants, ils ont toujours un Benzema ou un Vinicius qui vont mettre le but ou qui vont les sortir d'un mauvais pas. Alors, si j'ai bien suivi, Modric a fait un très grand match dimanche soir Oui, contre l'Atlético. Euh, Peut-être que d'ici février, on aura un Real à nouveau en ordre de marche. Mais ce qui peut être intéressant par contre, c'est Sergio Ramos. Il va y avoir un sacré storytelling, je pense, autour de lui. sur plein, Entre, sur plein de choses. Hein, Bah oui, sur plein de choses. C'est-à-dire déjà le fait de pouvoir enchaîner les matchs à Paris. Est-ce qu'il sera prêt en février euh, et surtout, est-ce que il est capable d'apporter à Paris ce qu'il a apporté pendant des années au Real dans ce genre de confrontation justement. Donc là, il y aura une vraie histoire autour de ça. Après, d'ici 2-3 mois, pour ces deux équipes-là, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent encore bouger, je pense, dans les formes de chacun. Il y a quand même des deux côtés des équipes et surtout des joueurs qui ont l'habitude d'être un petit peu tranquilles en championnat et d'élever le niveau quand tu arrives en Ligue des Champions. Donc, à part les questions de storytelling, je pense que c'est quand même assez difficile de se projeter sur ce match-là 2 mois à l'avance. Oui, pour les dramaturges, il y a Ramos, il y a Il y a Pochettino Messi qui qui retrouve le était Real. Pochettino qui a longtemps été, et plusieurs fois d'ailleurs annoncé au Real, parce qu'il a dit qu'il n'entraînerait jamais le Barça vu qu'il était à l'Espagnol, mais que le Real était une possibilité. Il y a Mbappé, il y a Ancelotti, il y a Keylor C'est vrai qu'il Navas, y a Mbappé aussi, j'avais oublié. énormément, énormément de monde. Il y a eu un pari Real aussi il y a quelques années. Bah, la première saison de Neymar au PSG, ils sont sortis par le Real Madrid, Oui. la saison d'Unai Emery. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Christophe, Flo avait du mal à se situer sur le niveau des deux équipes. Alors en consultant
ma riche timeline pleine de gens pertinents. Il y avait à la fois des gens très sûrs que le Real serait meilleur et des gens très sûrs que Paris serait favori. Est-ce qu'il y a un côté vers lequel tu penches plus, toi qui as vu le Real plus que nous cette saison? Bah, le souci, c'est qu'il y a aucune des 2 équipes qui est vraiment ultra, ultra fonctionnelle, sur le plan collectif. Maintenant, j'ai l'impression quand même que le Real se satisfait plus de la situation que le PSG. Déjà, mine de rien, parce que le PSG, a priori, il y a un tel matelas sur le reste en championnat de France, que du coup est attendu plus que simplement les résultats, alors que pour le Real, pas forcément. C'est-à-dire que le Real est autant d'avance en championnat, parce que là, au moment où on enregistre, il y a 8 points sur Séville, qui a un match en moins. Voilà, ça ferait 5 à minima, et donc l'Atlético a un match en moins aussi, mais c'est 13 points. Donc globalement, t'es pas loin d'avoir plié le championnat. Rien que le fait d'avoir ça, c'est déjà Et beau, parce que où le est, Real est loin de gagner le championnat chaque année. où est le Barça? Le Barça, bon, c'est pour la forme, hein, mais le Barça a 24 points, donc contre 42 au Real, ce qui fait 18 points, moins un match, donc potentiellement moins 15. Mais pour l'anecdote, le Barça est coincé entre Valence et l'Espagnol, et derrière le Rayo Vallecano, par exemple. Et même en gagnant son match en retard, le Barça ne On en, reviendrait qu'à on en hauteur du Rayo. reparlera un peu du Barça tout à l'heure, peut-être avec le tirage au sort de la Ligue Europa d'ailleurs, Oui. Oui, démarrage. non, mais voilà. Mais tout ça pour dire que du coup, le fait que le Real gagne parfois sans briller est moins gênant que le fait que le PSG gagne sans briller. Aussi parce que mine de rien, les effectifs sont pas 100% les mêmes. T'as un peu plus d'étoiles du côté parisien. Donc ça, c'est vraiment pour, je pense, l'image que ça laisse. Après, pour le côté effectif et collectif, ultra fonctionnel, Paris monte parfois très haut, sans doute plus haut, je pense, que le Real, même si ça se joue pas à énormément de choses, hein. Mais, euh, mais le PSG peut quand même atteindre des hauteurs assez sympas. Par contre, ça descend beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le Real, alors c'est pas, il y a des moments, notamment contre le Shakhtar en Ligue des Champions, là le retour, c'était franchement pas flamboyant. Mais de manière générale, il me donne quand même l'impression, cette équipe, d'être vraiment une équipe Ancelotti. C'est-à-dire, parce qu'Ancelotti, voilà, je reste persuadé, et de plus en plus que depuis quelques années, c'est un entraîneur qui va te faire vraiment, qui ne va pas se faire sous-performer forcément un collectif avec des bonnes individualités, mais qui va pas forcément surperformer. C'est-à-dire que tu lui donnes Everton, qui est genre le 7e ou 8e effectif, il va faire à cette place-là. Tu lui donnes Naples, il va pas du tout faire le même boulot que Sarri. Le Bayern, il va gagner le championnat à minima, mais par contre, le Real, les individualités vont performer. Donc ça, au moins, il sait faire. Et je pense que globalement, autant le PSG, tu peux être vraiment incertain sur est-ce que tout va s'embriquer, tout va s'emboîter. Autant je pense que le Real, la version qu'on a actuellement, c'est la version qu'on aura dans 2 mois, et ça va uniquement dépendre en fait des individualités, hein. Parce que 13 buts pour Benzema, 10 pour Vinicius, 5 pour Asensio, ce qui fait quand même 28 sur les 39 inscrits, sachant que Benzema a 7 passes décisives et Vinicius en a 4. Mm. Donc c'est-à-dire que ça se recoupe pas mal. Si Et Asensio, j'ai Benzema... l'impression que les buts sont arrivés très récemment aussi. Là, il est sur une bonne lancée depuis quelques semaines. Ouais, c'est ça. Il Bah, marque. globalement, c'est l'équipe de Benzema et Vinicius, hein. Mais je pense sincèrement que le plan du Real, ça va être, on est globalement solide. Eder Militao a quand même franchi un cap et à la base devient un très bon central. Courtois est toujours fiable dans les buts. Donc en gros, tu as ce trident des 2 centraux du gardien qui sont fiables. Tu as Benzema, Vinicius qui vont aller marquer des buts de l'autre côté. Tu as évidemment des bons milieux. Mais j'ai envie de te dire, si Benzema est pas en forme et Vinicius non plus, je vois aucune chance au Real. Par contre, s'ils sont en forme, je suis pas loin de les voir favoris. Mais j'ai l'impression que la variable est quand même moins grande que pour le PSG, où franchement, ouais, Oui. c'est un peu tout ou rien d'une fois à l'autre, hein. Mais tu vois, Et je crois beaucoup plus, je demanderai à Flo son avis après, en le milieu de terrain du Real Madrid dans un huitième de finale pour contrôler un match ou le gérer, que dans ce que peut faire le PSG en gestion d'un match, sachant que 90 minutes en Ligue 1, déjà, ils n'arrivent pas à les tenir. 180 sur un aller-retour contre une équipe comme le Real, où Modric et Kroos, malgré le temps qui passe, arrivent toujours à contrôler des rencontres et à maintenir un rythme, ou d'ailleurs le ralentir s'il le faut. Si les trois de devant sont dans la même forme qu'actuellement, moi je pense que le Real quand même part avec une longueur d'avance, mais en effet, tu as ces 2 mois de latence. Tu sais pas trop où en seront les deux équipes, mais je crois. Disons que si le match est à 6 sur 10 des deux côtés, je pense que le Real est meilleur. Après, Flo, peut-être que le PSG a ce don aussi pour sortir ses meilleurs matchs et ses matchs aussi les plus heureux parfois en Ligue des Champions, comme contre le Bayern où ils avaient concédé 1000 occasions mais réussi à s'en sortir. ouais, oui, tu as toujours cette variable-là. D'ailleurs, le Real en championnat a quand même pas mal de réussite. Si je prends les expected goals, Christophe parlait de surperformance et d'individualité.
Courtois, le Real a pris 15 buts pour 19 XG concédés, ce qui les met pas parmi les meilleures défenses d'ailleurs de Liga, loin de là. Quand l'Atlético est à 12, la Real Sociedad à 15 par exemple, ou le FC Séville à 17. Voilà, le Real est derrière ces équipes-là, ils sont au niveau du Betis à peu près. Et en attaque, Benzema surperforme devant le but, Vinicius a énormément progressé et surperforme aussi devant le but depuis le début de la saison en Liga, donc il y a aussi ce facteur-là, mais bon, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, on a des équipes qui sont capables de surperformer, mais enfin des joueurs surtout qui sont capables de surperformer. Après, comme tu le dis, dans 2 mois, moi je reste attentif, même si j'ai des doutes sur la viabilité du projet de ce qu'on a vu face à Monaco, c'est-à-dire Verratti en sentinelle. Autant avec le ballon, je suis convaincu, autant en garant de l'équilibre collectif de l'équipe et en premier contre-presseur. J'ai un peu de mal à imaginer un Verratti faire du Fernandinho ou faire du Rodri. Est-ce que Parler ce, de est-ce que gabarits ce, différents. est-ce que ce sera pas Paredes dans ce rôle et Verratti avec un troisième milieu? Ouais, mais je suis aussi perplexe pour Paredes pour tenir ce rôle-là, en Oui, mais fait. après, Donc, les autres options sont vite, tu vois. non, mais il y en a pas beaucoup, mais après, le match se jouera peut-être pas là. Mais est-ce qu'un Verratti associé, encadré par Gay et Wijnaldum, si tu testes ce milieu-là pendant 2 mois, c'est pas justement un milieu qui est capable vraiment d'aller ennuyer Kroos et Modric dans leur gestion tranquille Oui, du comme match, Gaël etc. l'avait fait au Parc des Princes d'ailleurs, il y a un Exactement. an et demi ou quelque chose comme ça. Ouais, sur un match de poule, c'était. Ouais. Oui, il avait mangé Kroos ce jour-là, je crois. Ouais. C'était ça l'histoire. Donc il y a ça, il y a cette question qui peut se poser. Après, côté Paris, il y a aussi la question du qu'est-ce qui va se passer pour le PSG pendant les 2 mois qui viennent où Neymar n'est pas là et où tu peux voir des choses testées ça et là, des bribes de choses qui peuvent être intéressantes, qu'on a aperçues un petit peu contre Monaco, on en a parlé là aussi sur Copa Arena. Donc voilà, c'est vrai que peut-être on sait déjà, je pense que globalement aujourd'hui, sauf blessure, tu connais le 11 du Real qui débutera ce match dans les grandes lignes. Mais le 11 du PSG, je pense qu'il y a pas mal de variables qui peuvent énormément bouger. Et pour moi, la question aujourd'hui, c'est dans 2 mois, est-ce que à quelques semaines de la rencontre ou à quelques jours de la rencontre, il n'y a pas une question qui se posera, c'est ah tiens, Neymar sera apte, mais est-ce qu'il faut qu'il débute la rencontre? Bah, Je surtout suis qu'en persuadé plus, qu'on va arriver sur une histoire comme ça à un moment donné. surtout quand je l'ai oublié dans la partie dramaturgie storytelling, mais un ancien du Real qui a toujours été bon contre le Real, c'est Di Maria, qui a toujours fait des très bons matchs quand le PSG a joué le Real Madrid. D'ailleurs, quand le PSG gagne 3-0, il me semble qu'il met des beaux buts. Et si tu joues avec 2 mois avec lui, en sachant qu'il est capable de t'apporter cette occupation du terrain dont on a parlé dans les grandes affiches en jouant sur le côté droit, et aussi de combiner avec ses partenaires, est-ce qu'au moment où Neymar revient, tu jartes Di Maria après 2 mois de jeu ensemble? Ça, Après, on verra les performances du PSG pendant les 2 mois, mais je suis persuadé qu'il va y avoir à un moment donné ce débat qui va se poser. Et ce serait un petit peu cocasse qu'un Di Maria qui réintègre un milieu de terrain, mais ce ne sera pas un milieu à 3, ce sera un milieu à 4, a priori, sur ce qu'on a aperçu du PSG. Mais qu'un Di Maria milieu retrouve Ancelotti, qui avait mis dans un rôle, sur cette ligne-là, mais pas dans le même rôle, il y a quelques années. Christophe, un dernier mot sur le Real, ou sur ce match d'ailleurs dans son ensemble? Pour dire que le Real est quand même une bête particulière cette saison. Je sais pas si c'est une anomalie, mais pour un club de ce niveau-là, c'est un truc pas hyper fréquent non plus. C'est que c'est une formation qui est quand même assez cliente du bloc médian, voire du bloc bas. Alors, elle fait évidemment pas que ça, mais tu regardes les statistiques de pression, notamment. Alors, évidemment, tu regardes les matchs, mais je veux dire, j'ai corroboré ça avec les stats Bah, de pression. D'ailleurs, je te laisse continuer, mais ça fait 2 équipes comme ça, du coup, Christophe, Oui, Real c'est et ça. PSG. Mais c'est-à-dire que du coup, c'est là aussi où c'est un petit peu difficile de se projeter 100%, parce que c'est compliqué d'identifier un petit peu les zones clés. C'est-à-dire que tu joues genre Chelsea, tu joues City, tu sais très bien que ces équipes-là vont vouloir confisquer la possession, vont s'installer dans ton camp. Tu dis, va falloir trouver qui va relancer sous pression, etc. Là, je veux dire, la question de la relance sous pression, t'es pas sûr qu'elle sera hyper prégnante. Alors évidemment, il y a des moments où le Real va attaquer, va essayer de récupérer la balle, mais je veux dire, le Real, sur quasiment toutes les statistiques de pressing, ils sont à peu près en milieu de tableau, voilà, entre 7 et 10. Et cette équipe-là, encore une fois, peut refuser un peu le jeu, façon de parler, se rapprocher un petit peu par certains aspects de l'Atlético. Elle est quand même assez... voilà, elle est pas du tout dogmatique. Donc du coup, ça donne aussi un truc assez difficile à lire et qui empêche de... je pense qu'en fait, Paris devra mettre sa meilleure équipe, mais pas forcément s'adapter aux forces de l'adversaire, quoi. Je vois pas un truc où tu dis la configuration de l'adversaire fait que ça nous oblige à mettre tel ou tel joueur, quoi. Et le Real a souvent mené au score, ce qui les a bien aidés aussi sur cette Aussi, oui, bien sûr. configuration de match. D'ailleurs, je crois que c'est Asensio qui en parlait après la victoire contre l'Atlético.
où il disait Ancelotti nous a dit quand on ouvre le score, n'hésitez pas à jouer plus bas, à reculer pour qu'on se serve des espaces évidemment pour des joueurs comme lui, Asensio et comme Vinicius, qui peuvent s'éclater dans ces zones-là. Et c'est pas forcément des joueurs que le Real avait sur les 3-4 années précédentes quand Bale avait disparu et que Ronaldo avait décliné physiquement. Donc ça leur fait, c'est vrai, de nouvelles possibilités, mais le PSG peut jouer de la même façon. Donc c'est peut-être un match où les deux équipes vont chercher à ne pas contrôler le ballon et à se leur filer pour mieux se contre-attaquer. Enfin, on verra d'ailleurs les dates des matchs, si je les trouve, je vais réussir à les trouver. Moi, je l'ai si tu veux. Tu les vas-y, Christophe, dis-nous la date du match aller Real-Paris, ou Paris-Real plutôt. C'est le 15 février et retour le 8 mars. Enfin, Très en vite. fait, c'est 15 et 16, en fait. C'est pas encore défini. Ils n'ont pas fixé D'accord. Non. Mais en gros, ouais, c'est 15 ou 16 et 8 ou 9 pour tous les Ouais. huitièmes. Ouais, mais justement, la stat sur les ouvertures du score, le Real a ouvert le score 11 fois en 17 matchs, et ils ont 10 victoires et un nul sur la Ouais. période. Et quand ils ont encaissé l'ouverture du score, ils ont 3 victoires et une défaite. Donc, du coup, je sais plus quel truc c'était, mais là, c'est leur seule défaite de la saison. Et ben on verra qui arrivera à ouvrir le score, mais ça changera pas mal de choses vu le profil des deux équipes. On passe à l'autre confrontation qui concerne une équipe française, le club de Christophe Kuchli, le grand LOSC, les Dogs, qui ont fini premier de leur poule pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions, et qui ont eu le bonheur de tomber 2 fois de suite avec 2 tirages sur le dernier vainqueur de la compétition. L'équipe qui avait écrasé sa poule, mais qui a réussi à finir deuxième quand même, c'est Chelsea, Christophe. Bon, ils avaient quand même perdu contre la Juve au match aller. Mais derrière, ils les avaient massacrés 4-0. Et Chelsea, donc, qui récupère le LOSC. Chelsea, très heureux aussi, parce qu'ils auraient pu tomber sur pas mal de gros. Ils auraient pu tomber sur le Bayern, ils auraient pu tomber sur... le Real, c'était la plus grosse possibilité, le Real. Probabilité, pardon. Alors après, ils ne pouvaient pas tomber sur City et Liverpool, donc ça limitait quand même les possibilités de tomber sur un gros. Mais quand même, et donc ce Chelsea va jouer le LOSC. Tu as participé avant notre enregistrement à un podcast de La Voix du Nord. C'est ça. Dont tu peux faire la pub d'ailleurs, Christophe. Si Absolument. Ça s'appelle 100% Lille. Je suis dessus toutes les semaines depuis quelques mois. Je suis aussi dans 100% Lens, mais ça, on s'en fout un peu dans le contexte là. Mais absolument, oui. Et pour un peu expliciter ton lancement, vraiment de tout début d'émission, c'est-à-dire qu'on enregistre le podcast, donc qui est aussi diffusé en télé sur une chaîne d'ici à 13h, je crois. 13h. En gros, on termine 13h30. On sort du truc. On a Sylvain Armand qui réagit en direct, etc. Donc du coup... voilà, tout est bon, tout est câblé, diffusion à 16h. Et en fait, on commence à voir les premiers tweets, etc. Je vois vos messages sur notre conversation. Et là, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il faut qu'on retrouve des créneaux pour enregistrer, etc. Parce que du coup, tu es obligé d'avoir le studio télé. Finalement, au lieu de rentrer chez moi, je suis obligé de rester jusqu'au deuxième tirage, parce qu'on se dit, on est obligé de tout refaire. Et finalement, en fait, ça retombe face à Chelsea. Donc, du coup, on s'est dit, bon, tant pis, on garde la première version. Il n'y aura juste pas mention du fait qu'il y a eu 2 tirages, mais sur le fond, ça reste un débrief des chances de Lille face à cet adversaire-là. Mais du coup, j'ai passé 3 heures de ma journée de plus dans les locaux de la Voix du Nord pour un réenregistrement qui, au final, n'a pas eu lieu. Mais oui, j'ai assez en tête un petit peu les avis à droite à gauche, à la fois du club lillois et le mien, finalement, sur est-ce que ce tirage est bon ou pas. Tu as en tête ton avis, c'est rassurant pour le contenu de l'émission. Du coup, je l'ai déjà verbalisé, quoi. Je peux faire, alors je ne ferai pas de la redite, mais... Bon, non, on va attendre avant d'avoir ton avis, Christophe. Parce que tu viens d'en parler et tu vas pas le redire tout de suite. Mais on a vécu ensemble, Flo, quand même, cet imbroglio, un peu détaillé quand même, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est le LOSC qui finalement n'a rien qui change dans l'histoire, mais c'est eux qui espéraient le plus, je pense, qu'il y a eu un nouveau tirage. Parce que vraiment, donc on rappelle les deuxièmes de poule potentiels. Il y avait donc Salzbourg non parce que c'est la même poule, mais il y avait Benfica, il y avait l'Atlético, il y avait Benfica, le Sporting, Villarreal, l'Inter et voilà. Et oui, l'Atlético, tu l'as dit. Ouais, et PSG, ils pouvaient pas les rejouer. Donc vraiment là, c'est clairement le pire tirage. Ah oui, mais on en a parlé justement dans l'épisode précédent quand on se projetait sur ce tirage et on donnait même, face à l'Atlético, on se disait, vu la capacité par exemple de l'Atlético à faire le jeu, etc., une équipe comme Lille peut les accrocher, puisque l'Atlético généralement va se mettre au niveau et jouer le 1-0. Donc si tu mets le premier contre eux, pourquoi pas espérer quelque chose et avoir une chance de passer. Et je crois qu'on avait fait des pourcentages de chances de passer. Et on était sur 25-30 pour l'Atlético, par exemple. Mais sur Chelsea, bon, ça chutait un petit peu. Un 10 ou un truc comme ça. Ouais, et 10, je pense que c'était la fourchette haute. Ou 1. Donc, on avait dit 1 ou 10. Mais 1, c'était peut-être un peu exagéré. Mais on s'était dit que la gestion de la largeur pour les lignes de 4 du LOSC serait très compliquée face à Chelsea.
C'est ça, et on peut déjà annoncer que ce sera l'une des clés du match, je pense. Mm. La capacité des Lillois à gérer les montées des pistons de Chelsea, de Reece James, de Chilwell, etc. Euh, Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu de gros sur la phase de poule. Donc là, ils vont être servis, pour le coup. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu te places du côté du simple point de vue du supporter, t'es très content d'être sorti de cette poule, mais t'as ce côté en Ligue des Champions, bon, t'aimerais quand même croiser au moins une fois une très grosse équipe. Et là, Ouais, bon, mais bon, tu peux difficilement faire mieux avec le tenant du titre. quand tu finis premier, tu te dis, bon, allez, quand même, on a fini Ouais, on premier, va aller en faut quart et faut le que ça gros, on nous le prendra en profite, quart, ouais, quoi. tu vois. Ouais, ouais, bah écoute, non, c'est comme ça, mais après, c'est la faute à Chelsea, hein. Fallait pas perdre cette première place. Parce que tu vois, ils auraient pris la Juve. Sur la Juve, j'aurais tenu le même discours que pour Ouais, l'Atlético, par exemple. oui, oui, oui. Et puis Benfica Sporting, tu te disais, bon, en termes de talent, il y a quand même possibilité pour Lille de faire quelque chose. Bah, Là, c'est. à part L'In- l'Inter Ça aurait été qui dur, est un l'Inter, cran je pense. au-dessus, je Ouais. pense, mais je pense que tous les autres, tu pouvais espérer faire quelque chose, soit du 50-50 ou du 60-40, soit être le petit qui peut créer la surprise face à l'Atlético ou la Juve, vu le niveau de l'Atlético et de Ouais. la Juve cette saison. Et Là, on n'a pas dit. Chelsea, bon, bah, après, bon, c'est pas non plus, quand tu vois un petit peu les stats avancées, tu vois les moments où ils perdent des points, parce qu'ils en ont perdu quelques-uns quand même ces derniers temps. Euh, mais bon, le match est pas dans une semaine, c'est dans 2 mois, quoi. Donc là aussi, Chelsea aura le temps de se remettre. Ils vont peut-être bouger cet hiver, on sait pas ce qui peut se passer aussi. Mais c'est sûr que tu pouvais pas faire pire. Tu pouvais pas faire pire, tout simplement. Je m'inquiète beaucoup, Christophe, pour le duo d'attaque lillois face à Rudiger, Christensen, Thiago Silva et compagnie. J'ai du mal à les imaginer dominer physiquement des adversaires comme ils peuvent le faire en Ligue 1. Enfin, je vois Écoute, pas sur quel secteur de jeu Joe David et Burak Yilmaz vont pouvoir faire mal à la défense de Chelsea. on va pas se mentir, mais le match, j'ai peur que ça soit un peu comme quand Marseille avait affronté City, c'est-à-dire que la question de haut d'attaque ne se pose pas puisque les attaquants ne sont pas touchés, puisque, enfin, j'ai peur moi que Chelsea s'installe dans le camp lillois et en fait, quand la balle sera perdue, elle sera récupérée tout de suite et au final, le moment où tu auras des duels à jouer, pour moi, c'est vraiment la clé, mais rien ne garantit que le joueur sera encore là à ce moment-là. C'est Renato Sanchez. Si par C'est ce que contre j'allais dire. tu arrives à. Parce qu'il y a bien des À le moments où toucher, voilà, ouais. Chelsea va perdre la balle, ça va tenter d'un contre 1, etc. Si tu arrives à vite toucher Renato Sanchez, que lui se retourne, se met face au jeu et gagne des mètres, là, ça joue une transition et là, on peut parler. Par contre, si Renato Sanchez part cet hiver, pardon, ce qui n'est pas improbable, hein, il y a 2-3 clubs qui sont intéressés, que ce soit du Wolverhampton, etc. Bon, je vais Oui, pas balancer du scoop, mais voilà. et financièrement, c'est pas non plus la folie du côté du LOS. C'est ça, même si la qualif fait du bien. Mais si genre Wolverhampton arrive avec une enveloppe entre 35 et 45, la question va se poser. Et je sais pas, et ça pour le coup, je sais vraiment pas. Et du coup, bah, je suis avec les gens de la Voix du Nord, on en a encore discuté tout à l'heure. Je sais pas à quel point le fait de jouer un très gros le motive à rester ou pas, tu vois. Est-ce que, parce que lui aussi, il devait partir cet été, enfin l'été dernier, est-ce que du coup, C'est il va se dire, ah, c'est Chelsea, c'est un gros match, faut que je joue? Ou alors, est-ce qu'au contraire, s'il s'était dit, ah, bah, Villarreal, on peut passer, du coup, je vais peut-être jouer un quart, c'est cool. Et là, peut-être qu'il va se dire, bah, franchement, on a zéro chance, donc autant me barrer, parce que ça sert à il rien, est, des matchs importants, j'en jouerai d'autres, quoi. il est chez Mendes ou pas? Non, je crois pas. Je t'avoue que moi, les agences, c'est un truc qui me dépasse un peu. Ouais, non, mais parce que comme tu parles de Wolverhampton, ça me fait penser à la connexion, tu vois. Ouais, ouais, bon, Enfin, après, il y a toujours après, des. il est portugais, donc il est forcément chez Mendes d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Globalement. Mais non, mais en fait, Ouais. je vais rejoindre. Alors, je vais pas redire ce que j'ai dit, même si les gens n'écouteront pas les deux émissions nécessairement, mais dans 100% Lille. Mais c'est vrai que la Juve te permettait de cumuler. Alors, la question s'est pas posée parce que Chelsea a pris une lucarne à la dernière seconde du dernier match. Mais la Juve, tu avais à la fois le prestige de l'adversaire, qui vis-à-vis du grand public, etc. Ah, bah, c'est la Juve quand même, mais la chance de passer. Là, Chelsea est sans doute même un peu moins prestigieux aux yeux de gens qui suivent le foot de manière un petit peu plus éloignée, même si c'est l'ancien vainqueur. Voilà, le prestige est un peu moindre. En plus, moi, il y a les restrictions sanitaires qui, pour les supporters, vont vraiment faire chier parce que je pense que personne ne pourra aller du côté de Londres. Donc, mine de rien, pour l'aspect, voilà, jouer à l'extérieur, tu n'auras pas ton public, sans doute. Donc, ça va jouer aussi. Et ça veut dire que c'est un très gros, impressionnant sur le papier, mais qui en plus est injouable dans les faits quasiment. Alors que la Juve, tout le monde aurait dit, ah, ils ont tapé la Juve. Alors qu'au final, ça aurait été un exploit, mais moins grand. Et mine de rien, alors je suis désolé, c'est un peu un tropisme lillois, mais Lille n'a toujours pas rempli son stade cette saison en Ligue des Champions. Et je suis pas sûr que Chelsea, a priori, tu vas le remplir, mais je pense que tu l'aurais beaucoup plus facilement rempli avec Benfica,
avec communauté un peu franco-portugaise, etc. Ou face à la Juve. Là, Chelsea, je suis même pas sûr qu'ils le remplissent. Donc, en fait, après, c'est toujours pareil, c'est un peu les petits poussés de Coupe de France, enfin, tu sais, les équipes de Bah, N2 qui je se pense que retrouvent en 32e. Est-ce que tu préfères jouer une autre équipe de N2, mais si t'es éliminé, t'es dégoûté? Ou est-ce que tu préfères tomber sur une Ligue 1, quoi, en fait? Et là, c'est vraiment ça, parce que si tu tombes contre Villarreal, je pense que t'es limite favori, et que tu te fais éliminer, là, t'es encore plus dégoûté que d'être éliminé par Chelsea, quoi. je pense que le stade contre Chelsea, tu le remplis si t'es encore en vie pour le match retour. Bah, c'est pour ça qu'il faut vendre les billets avant. Ouais. Parce que tu joues Ouais, Oui, mais à l'extérieur et tu peux prendre 3-0, donc il faut être guichet ouais, fermé avant, parce que sinon... c'est vrai. mais il y a des gens qui vont peut-être hésiter. Tu vois, si Lille fait un partout là-bas, ils vont se dire allez, on y va parce que ce sera historique. Et donc je vais vérifier, Renato Sanchez, c'est bien chez Mendes puisqu'il est chez Gestifoot ou C'est Restifoot, je étonnant. crois. Ouais. C'est Qui, surprenant. qui a une enveloppe de joueurs assez impressionnante, hein. Franchement, tu remontes toute la liste. C'est plutôt sympa. Il peut se faire un 11 pas mal. Le Mendes FC, je pense, pourrait gagner pas mal de Ah, tu prends la sélection portugaise, non? En championnats. fait, Bah, je te cite les 10 globalement. premiers en valeur marchande. T'as Ruben Diaz, Bernardo Silva, Fabinho, Cancelo, Ederson, Allez, Cristiano, Fabinho. Oui. Jota, Ruben Neves, André Silva, Pedro Neto, Ricardo Pereira, Adama Traoré, Il est long ton top 10. Semedo, Sanchez, Leao. Et puis après en étranger, enfin en non Bah, il y a portugais, Ça Aitnou. manque de gardien. Ça manque de gardien. il y a Ederson quand même, pour me dans les Ah, il y a buts. Ederson. José Pardon. Sa, non, est là-bas? Il vient de Wolverhampton. Peut-être. Il y a du Di Maria, Rames Rodriguez aussi, Ryan Aït-Nouri, Rafa Mir est là, qui a quelques joueurs. Artem Dzyuba, tiens, qui est un peu un intrus. Je sais pas comment il a fini là. Peut-être pour un transfert qui ne s'est pas fait. Et Nicolas Otamendi qui est encore dans. Et José Sa est là. Christophe, Ouais, donc évidemment. du coup, t'as à peu près toute l'équipe de Wolverhampton. Mais je crois qu'au Wolverhampton, il doit y avoir une pression populaire du groupe pour rejoindre l'agence qui doit être assez costaud quand même. Parce qu'il y a même Bad Doherty qui est là, qui est passé Ouais, par bah c'est le Wolverhampton transfert est fait sur ça. Hein, et qui est à Tottenham maintenant. Donc voilà pour l'enveloppe Mendes. Chelsea-Lille, donc pareil, donc mi-février pour ces matchs-là. Match aller à Stamford Bridge, match retour du côté du stade Pierre-Mauroy, où tu seras, j'espère, Christophe, quand même pour ce match, si tu as l'occasion là, d'y être. je m'accréditerai en espérant que le process soit pas trop chiant, parce que genre à Wolfsburg, c'était une personne par média, donc on verra avec le Covid, etc. Mais bon, un huitième de finale avec Lille, il y en a eu qu'un. Et honnêtement, c'est le match d'une vie pour le club, hein, parce que faut, à l'échelle de son existence, le LOSC n'a pas beaucoup de très grands matchs. Il y a eu quelques titres, etc. Mais des parcours européens, il n'y en a pas en fait. Je veux dire, quand tu compares à des clubs que tu peux imaginer de la même stature, je sais pas, des Bordeaux, des Nantes, Bah, machin, des Bastia, enfin, Lille n'a pas de quart de finale européen. Donc du coup, si tu peux faire un exploit, c'est maintenant ou jamais, quoi. oui, si tu fais quelque chose, même si tu y crois un moment, ça passera devant le Lille-Milan ou le Lille-Manchester, je pense. Si Oui, tu, oui. Oui, le tu Hill accroches Manchester quelque où chose. tu prends le coup franc de Giggs avant le coup de sifflet de l'arbitre à l'époque. Oui, je pense qu'en effet, pour Lille, ce serait pas mal, mais en effet, Renato Sanchez, s'il part, ça sera compliqué. Après, Chelsea peut très bien lui envoyer N'Golo Kanté sur le dos pendant 180 minutes. Bah, s'il est là, ça sera ça, hein, je pense. Ouais. De toute façon. Ah oui, oui, non, mais clairement. Mais disons, c'est le seul truc où, tu sais, moi, je dis, ah, il peut se passer quelque chose. Sinon, je vois aucun. Après, tu peux mettre un coup Mais franc, machin, etc. Mais sinon, je vois aucun univers ou même Selic face à n'importe lequel des 150 ailiers de Chelsea. ouais. Sachant qu'encore une fois, Chelsea, Lukaku est vraiment pas très bon depuis le début de saison. Donc là, t'as même pas la meilleure version. Là, en gros, t'as un peu un Chelsea saison dernière avec des progressions individuelles de Reece James, etc. Si Lukaku s'intègre dans 2 mois, c'est encore une autre limonade, hein. C'est-à-dire que là, je pense que Chelsea est pas full power actuellement. Non, mais en plus, tu vois, tu tombes sur Chelsea et enfin, au-delà de la qualité de Chelsea, tu tombes sur un adversaire qui peut vraiment marquer individuellement Renato Sanchez avec un gars qui peut tenir la distance. Ah oui, oui, oui. Alors que Renato Sanchez, on l'a encore vu contre Lyon, à un moment, il démarre contre Cherki, t'as l'impression que Cherki est pas explosif. Et Alors sur qu'en fait, Cacré aussi. oui, Sur après Cacré sur Cacré, c'est aussi, moins c'était étonnant, tu compliqué. vois. Ouais. Mais quand tu arrives à lâcher Cherki sur 5-6 mètres, c'est quand même que t'as un. Ouais, Cherki qui prend carton sur cette action. Parce Oui, qu'il en s'accroche même temps, qu'est-ce que tu au peux maillot. faire? Et Ouais. Cacré qui perd ses jambes sur l'action. Oui, oui, Ouais. oui, Cacré qui perd beaucoup de choses sur l'action, qui perd son amour propre aussi, parce que le drill était très violent, j'ai pas vu au ralenti, mais à vitesse réelle, le ballon et Cacré sont partis dans deux directions opposées, hein, ça a fait Mais les dribbles comme casser ça, le faut les ballon. revoir à la vitesse réelle. Genre le ralenti, ça Oui. peut dénaturer un peu. Faut juste constater le fait que la personne tombe, c'est rigolo. Les autres matchs, messieurs, donc Salzbourg-Bayern, Sporting City, Benfica, Ajax, Atlético Manchester United, Villarreal, Juve et Inter-Liverpool. Est-ce qu'il y a un de ces matchs qui vous intéresse plus que les autres? Bon, évidemment, de mon côté, ça va être Inter-Liverpool, mais aussi parce que c'est un des matchs les plus rares, les plus originaux. Il ne s'est pas arrivé depuis 2008, donc ça fait 13 ans qu'on n'a pas vu cette rencontre. Ça fera 14 ans en 2022. Et puis, c'est deux belles équipes, deux équipes parmi les 7-8 meilleures en Europe aujourd'hui, peut-être Flo.
Oui, oui, oui. Après, j'ai très peu vu l'Inter cette saison, mais Inzaghi a l'air d'avoir fait, enfin, très bien bâti sur ce qu'avait laissé Oui, Conte. oui, oui. Donc ça, c'est positif. Après, je pense que, en fait, ça va être intéressant parce qu'il y a vraiment deux équipes avec des styles de jeu bien marqués et qui fonctionnent, surtout en championnat. Et des systèmes Maintenant, bien différents aussi, tu vois, ça qui est cool. ouais, des systèmes bien différents. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sacré gap quand même entre le niveau des deux équipes. Donc j'ai du mal à, en fait, j'ai du mal à me dire l'Inter va vraiment emmerder Liverpool aujourd'hui, en tout cas. On verra dans 2 mois ce qui peut se passer. Je vois Christophe faire la moue, donc je vais le laisser enchaîner. Non, Après, je sais pas, j'hésite. Meilleure attaque après, d'Italie avec pas mal de buts d'avance, l'Inter. Ils mettent des scores depuis quelques semaines là, 4-0 contre Cagliari, 3-0 à la Roma, ils ont gagné 3-2 contre Naples, ils avaient fait un partout contre la Juve en début de saison, 2-2 contre l'Atalanta. Ouais, c'est quand même une équipe qui est sérieuse. mais après, oui, sur le papier, c'est d'assez loin le huitième le plus intéressant si on sort des huitièmes avec les clubs français. Après Salzbourg-Bayern, je crois que c'est une redite. On l'a eu en poule l'année dernière ou il y a 2 ans, non? Il me semble, qui s'était croisés, Ouais, je crois. Parce qu'il y a eu. En plus, c'est rigolo parce que au premier tirage, c'était Salzbourg-Liverpool. Mm. Et ça aussi, on l'avait eu en phase de poule il y a quelques temps. Oui. Donc, ça va être intéressant. Mais bon, le Bayern pourra peut-être trouver ses prochaines recrues, quoi. C'est sur ah ce bah match. ça, Adeyemi, Ouais, par exemple. Parce que Adeyemi, ça parlait même d'un possible départ en janvier. Donc, à voir Bah, ce qui peut se passer. il a une clause assez basse, hein, donc en effet, ça peut motiver un départ en janvier, comme ça avait été le cas pour Minamino et Haaland, d'ailleurs, il y a 2 ans de ça. Après, ce qui est positif, c'est l'Ajax, enfin le Benfica Ajax peut être sympathique à voir avec ce qu'avait pu faire le Benfica au premier tour face au Barça notamment. Mais sinon, globalement, j'ai pas envie de parler d'Atlético Manchester United parce que on va attendre de voir ce que fait Rangnick. Mais c'est vrai que si le coach n'avait pas changé, Atlético United, je pense que ça aurait été un des pires matchs possibles je sens que le sur les Villarreal huitièmes Jules de aussi finale. est un gros candidat, hein. Oui, c'est vrai que ça peut mettre des coups pendant 90 minutes des deux côtés, quoi. Si on peut résumer la chose, ça peut être assez compliqué à regarder. Mais vivement de connaître, je pense pas qu'on les ait encore, les programmes, puisque ça va être 2 par 2 les matchs, donc histoire qu'on puisse savoir quel match on pourra regarder et quel match on pourra faire exprès de rater, en espérant que les meilleurs ne se marchent pas trop dessus. Alors les Villarreal Juve, parce que Christophe en parlait, la Juve en 17 matchs de Serie A, c'est 23 buts, ce qui est pas énorme quand même pour une équipe qui est bien dotée, et Villarreal en 16 matchs de Liga, c'est 18 buts. Ouais, non, non, ça va pas du tout. En plus, je suis d'autant plus triste qu'il y a quelques joueurs que j'aime bien du côté de Villarreal, notamment Danjuma et Jérémy Pino, les ailiers dribbleurs. Mais, même si Danjuma peut jouer en pointe. Mais j'aurais préféré voir l'Atalanta qui a failli se faire une remontada incroyable, mais qui a quand même offert un peu trop de buts sur le dernier match face à Villarreal pour se qualifier. Et on félicite avec vraiment beaucoup de fierté de l'Athletic Bilbao et ses 13 buts en 17 matchs, 13 buts marqués, 12 buts encaissés en 17 matchs. Marcelino qui est devenu la version dark de Marcelino, là ça joue plus du tout au foot, qu'est-ce qui se passe à Bilbao? Ouais, franchement, niveau malchance, il y a quand même un gros souci, hein. Encore D'accord. là, ce Ouais. week-end face à Séville, en XG, c'est genre 1,80 à 0,20. Ils ont ils ont 2 poteaux, un tir à 2 mètres du but pas cadré, un tir à 4 mètres du but pas cadré. Là, je crois qu'ils sont sur 56 tirs sans marquer. Mais en gros, enfin, ils se créent toujours pas mal d'occasions. Je crois qu'ils sont premiers en pression dans le dernier tir adverse, mais c'est juste que, bah, en fait, ils ratent toujours leur dernier Et geste. Et, Raphaël sur l'Athletic Bilbao, si tu veux une autre anecdote, ils sont à 26 expected goals créés. et C'est la 12. troisième meilleure attaque de Ah oui, Liga en expected goals, Voilà. derrière le Real et le Barça. on est sur un Et, Brighton là. et donc 13 buts marqués et une sous-performance de un peu plus de 8 points. C'est-à-dire ils ont 21 points et ils devraient en avoir 29. Ouais, parce que marquer la Voilà. moitié de TXG, c'est quand même très faible, hein. Parce qu'en plus, ils ont une très bonne défense à côté, Je avec pense que seulement 12 buts encaissés. en fait, ils doivent péter les plombs à l'entraînement parce qu'ils doivent dire vraiment la consigne marquer. Il faut tirer dans le but. Il faut tirer sur le côté à peu près. Dans 5 de leurs 6 derniers matchs, Bilbao n'a pas marqué, hein. Mais Ah, sinon, par contre, par rapport tout à l'heure, je parlais du calendrier des huitièmes de finale. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 4 clubs anglais, on a déjà ces 4 matchs qui vont pas se marcher dessus, Hum. qui seront pas le même Les, jour. les Français seront séparés aussi, hein, je pense. Et les Français seront séparés aussi. Donc ça peut permettre Et les déjà d'imaginer Portugais. certaines choses. Les Portugais seront Et les séparés aussi, Portugais je pense. aussi.
En gros, il y aura Euh, que 2 formules possibles quasiment Oui, pour tout intégrer en fait avec c'est le comme le et tirage tirage. au sort en fait. Tu peux tomber que sur 2 équipes parce que l'autre il doit jouer un espagnol et pas un français et machin et voilà. faut espérer ne pas tomber sur Paris-Real Madrid et Inter-Liverpool le même soir, parce que ça, pour le coup, je pense que c'est possible. Et ça serait bête un petit peu que ça arrive quand même. Ouais, Oui, j'espère que là, ouais, ils se font pas se foirer comme sur le tirage. Quand même, c'est terrible, les mecs, ils font 3 tirages par an, ils arrivent à se foirer. Motus, ils ont fait 30 piges à faire des tirages tous les jours, il n'y a jamais eu un seul souci avec la boule noire, quoi. Le pire étant quand après il disait nous allons refaire le tirage mais nous allons vérifier humainement. Oui, Alors que je suis sûr qu'au départ c'est juste le mec qui s'est trompé de boule et ils ont pas voulu l'envoyer au feu, tu vois. On lui a dit Manchester, il a dû prendre Liverpool ou un truc comme ça parce que c'était bien affiché correctement. Il y a un petit affichage genre quelles sont les équipes potentielles. Enfin, c'est pas non plus on n'est pas sur de la physique quantique là les gars en termes de calcul de probabilité et de ce qu'il faut faire. Et après il disait nous attendons la validation. Je suis sûr qu'il y avait personne en fait, il laissait juste 10 secondes pour que tout le monde se dise ah c'est bon, ils vérifient maintenant, c'est bien, ils ont corrigé le truc. Et puis André Arshavin était ravi d'être là. Mais après, c'est toujours. souvent, hein, lui. Toujours. Il était vraiment entre la dépression et l'inexistence. Il fait très jeune encore, André Arshavin. Ça m'a choqué. Mais n'empêche que sur le deuxième Ouais, tirage, il a pris 2 ans, quoi. Il fait 14 ans maintenant, Ah oui, c'est incroyable. depuis qu'il a arrêté sa carrière. je sentais qu'ils étaient pas bien. Il y a plusieurs de fois, ils ont cafouillé les boules, genre ça tombait à moitié. Enfin, tu sentais qu'ils étaient pas tout à fait sereins, qu'à tout moment, ils disaient putain, j'espère qu'on va pas faire de conneries, alors que d'habitude, c'est quand même fait de manière assez naturelle. Mais Ouais. oui. Et sinon, moi, je vais dire tout de suite que le tirage, je le trouve pas hyper palpitant. Alors Tu après, préférais le premier ou le deuxième? le premier, je m'en souviens même plus. Donc du coup, je préfère parler du deuxième. Mais je t'avoue que ce tirage-là, entre les matchs déséquilibrés, alors c'est tout, hein. Enfin, je veux dire, des équipes type Salzbourg, Sporting, Villarreal sont là. Donc tu savais que dans tous les cas, il y avait le risque qu'elles affrontent des premiers de poule et que ça soit déséquilibré. Mais c'est vrai qu'un Sporting Manchester City, par exemple, j'ai peur que ça soit 80% de possession City et que ça gagne 2-0, 1-0, sans forcément être hyper palpitant. Et des matchs où, en gros, il y a le Inter-Liverpool qui me semble assez sympa, mais où j'ai peur effectivement d'un clash de programmation qui soit pas incroyable. Mais je veux dire, l'Atlético-Manchester, sur le papier, c'est 2 grands noms. Après, le Manchester de début de Rangnick est quand même assez médiocre, hein, pour pas dire plus. Genre là, dernier match, ils ont pas pressé une fois pendant 90 minutes. Et l'Atlético qui est assez dégueulasse à regarder. Donc, c'est même les grands noms sont pas hyper palpitants. J'avoue limite que moi, j'espère que le Salzbourg-Bayern, qui me semble être l'une des oppositions où le petit a des choses à jouer sur le plan tactique, où ça peut être intéressant. Je dirais même les dernières fois que Salzbourg a joué Manchester, je crois qu'ils prennent un moment le Bayern, je crois qu'à un moment ils prennent un 6-2, quelque chose comme ça, mais le match était cool en fait. C'est juste que leur style de jeu faisait qu'au bout d'un moment ça a explosé. Mais Salzbourg, a priori, aura pas peur de rentrer dans le Bayern. Donc là au moins, ça m'intéresse. Sinon, j'ai peur, après, je me trompe peut-être, hein, mais que genre Benfica face à l'Ajax, Benfica soit plutôt sur l'idée de laisser le ballon. Pareil, le Sporting face à Manchester City, que personne ne veuille du ballon dans Atlético Manchester, que personne ne veuille vraiment, alors peut-être pas du ballon, parce que je pense que le Villarreal aura le ballon face à la Juve, mais que personne ne veuille attaquer. Et finalement, il n'y a rien d'hyper palpitant. Donc, à voir, hein. Mais même sur des oppositions de style, sur le plan tactique, entre deux équipes qui ne seraient pas forcément du même niveau, je vois pas beaucoup de matchs où je me dis, ah tiens, ok, il y a une équipe plus faible, mais elle va apporter des choses un peu palpitantes sur le plan tactique. Eh ben, on va voir avec la Ligue Europa si le tirage vous plaît plus. Juste rapidement, et puis on dira un petit mot de Marseille-Karabag, mais vu que je pense que personne d'entre nous n'a vu la moindre minute de Karabag Si. depuis. Si. Ah, vous avez vu Non, Karabag cette moi, je saison? déconne. Moi, je déconne. Non, D'accord. si, moi Christophe. je regarde tous les résumés de Karabag Oui, quand j'arrive d'accord. à les trouver, mais parce qu'il y a Ouais. Abdelazoubir qui joue là-bas. Mais est-ce que tu as Et déjà vu un match de Karabag j'ai dû en voir, non. Si, je crois que j'en ai peut-être aperçu une fois en Ligue Europa, 45 minutes, mais je regarde souvent les buts que je peux trouver de Karabag, puisque comme je le Bon, bah, disais, ils ont là-bas Abdelazoubir, l'ancien joueur de Lens, et comme je fais ma rubrique en voix des sports sur les anciens joueurs passés par des clubs nordistes le et qui marquent nordiste assez du souvent. week-end. Pour le Mm. fameux nordiste 6 du buts, week-end. 6 buts selon C'est ça, 6 buts, Soccerway. 6 buts en 12 matchs, et son record sur une saison est à 7. Donc du coup, il peut battre ce record. L'ancien joueur de futsal, voilà, c'est la seule information que je peux vous donner, à part le Bah, fait que tu- Karabakh tu- soit impossible à rejoindre pour les supporters, parce que c'est très très loin et c'est très compliqué d'y aller. Bah, t'as une mission, Christophe, c'est nous dégoter une interview d'Abdelazoubir d'ici le match aller entre l'Olympique de Marseille et Karabag. Écoute, Si tu as des contacts, fais-les jouer. Le tirage au sort de la Ligue Europa, je vous donne les matchs. Séville, Dynamo Zagreb, Atalanta, Olympiakos, Leipzig, Real Sociedad, Barcelone, Naples,
Zenit Betis, Dortmund contre les Rangers, Sheriff Tiraspol contre Braga et Porto contre la Lazio. Flo, tu peux choisir un match pour en parler. Barça-Naples. Forcément, je pense que c'est assez évident. C'est-à-dire, ce qui était rigolo, c'est quand le Barça a été reversé en Ligue Europa. Certains modèles, dont Sweets 538 l'annonçaient favori de la Ligue Europa. Bon, je pense que à partir du moment où... tu pouvais déjà en douter, mais le fait de prendre Naples... Alors après, il y a toujours cette question avec les clubs italiens et la Ligue Europa, c'est est-ce qu'ils vont la jouer à fond? Parce qu'il y a quand même plus d'une équipe italienne où tu arrives en 16e et tu te dis ah ouais, eux ça fait un favori. Puis généralement, vu que ça joue le Scudetto... Je te pose une colle, Flo. Quelle est la dernière équipe italienne à avoir gagné la Ligue Europa? J'ai pas la réponse, hein, donc il faut que vous soyez. 90 à mon avis. Ça doit être Parme, non? Ah, Parme, peut-être Parme, ouais. Ouais. Parme, ouais, 99, c'était Pour moi, c'est Parme, ça. il me Je semble. vais vérifier, mais à mon avis, c'est Parme. La Juve fait pas une finale il y a quelques années de... L'Inter fait demi. Ou non, finale, il y a l'Inter et ça perd face à Séville. L'Inter perd en 2020 Séville. Après avoir démoli le Shakhtar en demi. Et le dernier vainqueur italien de la Coupe de l'UEFA, c'est Parme en 99. Donc tu avais bon, Christophe, contre Marseille. Oui, donc, du coup, concrètement, il n'y a aucun club italien qui a gagné la Ligue Europa. Après, les clubs qui ont gagné la Ligue Europa, généralement, c'est l'Atlético et Séville. Donc ça limite les vainqueurs de cette compétition. Et avant ça, en 98, l'Inter avait gagné contre la Lazio. C'est la finale que Ronaldo remporte. Après, c'est pas parce que Naples tape le Barça qu'ils vont la gagner, la Ligue Europa. Mais c'est juste pour... l'intérêt qu'ils portent à cette compète, ouais. Oui, voilà, mais c'est juste pour dire que est-ce que un Naples qui fait tourner, je pose plus la question à Christophe, est-ce qu'un Naples à prime, c'est-à-dire où tu changes, allez, t'as 7 titulaires et 4 remplaçants, est-ce qu'un Naples à prime peut pas taper le Barça actuel? Le Barça actuel peut être tapé par Sassuolo, hein. Donc, je dis même pas ça pour la vanne, hein. Vraiment, le Barça actuel, c'est extrêmement compliqué. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de vanne à avoir, hein. Tu regardes les résultats, au bout d'un moment, les scores peuvent mentir un petit peu, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent. Le truc à Naples, alors là, on est vraiment 100% sur la projection, je suis désolé, mais ça va beaucoup dépendre, je pense, du classement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit gap qui était fait entre le top 4 et le reste, et Naples était très longtemps premier ou deuxième, donc du coup, ça joue le titre. Là, notamment depuis la blessure d'Osimhen, même s'il n'y a évidemment pas que ça, c'est plus compliqué. Là, donc au moment où on enregistre, 13 décembre, l'Inter est à 40, Naples est 4e à 36 points. Donc du coup, tu restes dans le coup pour le titre, mais bon, sur la dynamique, tu avais des points d'avance, maintenant tu as 4 points de retard. Et la Fiorentina est 5e à 30 points. Je pense sincèrement, donc 6 points de Naples. Je pense sincèrement, après c'est mon avis, hein, ça vaut peut-être pas grand-chose, que si Naples joue le titre ou en gros c'est serré au niveau de la 4e place, c'est-à-dire si la Fiorentina revient et qu'il n'y a que quelques points d'écart, ou si Naples remonte son écart, je pense vraiment que des barrages de Ligue Europa, ils s'en foutront complètement, surtout que le niveau est quand même assez élevé. Il y a pas mal, bon après la Real Sociedad en ce moment c'est plus dur, hein, mais des Leipzig, des équipes, l'Atalanta, enfin bref, et tu vas pas forcément rigoler. Par contre, si le top 4 a une dizaine de points de marge sur le 5e, mais que le titre n'est plus abordable, mettons que tu as 10 points de retard sur l'Inter, mais 10 points d'avance sur le 5e, là je pense que Naples mettra sa meilleure équipe, mais c'est vrai que sur le banc, en fait, t'arrives vite, alors c'est pas indigne, hein. Mais en gros, tu es sur une rotation genre Politalo Lozano, ça va, mais ensuite sur les côtés, tu arrives vite sur du mal cuit. Bon, Zambo Anguissa, oui, derrière Diego Demeu, c'est un peu moins bien. Enfin bon, t'as un banc, mais le banc, c'est pas le banc de Chelsea, par exemple, où en fait, tu as deux équipes qui se valent totalement. Là, la rotation, par exemple, d'Osimhen, c'est soit Mertens, mais ça commence à être difficile en neuf, soit Petagna et ses 140 kilos. Qui est un bon petit joueur, hein, mais bon, c'est pas forcément le profil qui va plus le faire chier le Barça, je pense, qui, avec son marquage individuel, souffre plus face aux mecs qui font des courses qu'autre chose. Donc, bon, je pense que dans tous les cas, ça peut être 50-50, mais si Naples a la meilleure équipe, à l'instant T, pour moi, Naples est meilleur que le Barça. Après, le Barça, après 2 mois de Xavi, aura peut-être largement progressé, évidemment. Ouais, parce que là, après 2 semaines de Xavi, ils sont moins bons qu'après 2 jours de Xavi. Donc, ça va pas dans le bon sens, mais bon, il y aura une trêve. Donc, voilà. Tout n'est pas linéaire dans le football. Match retour à Naples, il faut le rappeler. Hein. Ouais. Et par contre, moi, j'ai une question pour Raphaël.
Oui. puisque tu as donné les 8 matchs de ces barrages. Mm. On est d'accord que pour Lyon et Monaco, qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes et qui vont prendre un des 8 vainqueurs de ces barrages-là, s'il n'y a pas trop de surprises, il n'y a qu'une seule équipe prenable, en fait, en huitième Sheriff de finale. Ouais, le vainqueur de Sheriff Braga. Mais sinon, Porto Lazio, prenable, si. Il y a kiff-kiff. des équipes qui sont très irrégulières quand même. Genre Dortmund Zenit Rangers. Betis, normalement, tu. Ouais, Mais du coup, certes. est-ce que Monaco peut retomber sur la Real Sociedad si la Real Sociedad gagne? Je crois, oui. J'ai vu pense, des ouais. débats là-dessus et a priori, oui. Ok. Je pense que oui. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Mais ça va. Enfin, quoi qu'il arrive, tu n'auras pas un cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau, mais il n'y a pas non de plus cadeau du tout. Il y a aucune équipe où je me dis, c'est sûr que, tu vois, il n'y a pas de Chelsea-Lille. Pour moi, il n'y a Oui. pas d'équipe tellement convaincante. Je suis très curieux, par contre, de voir ce que peut faire le Betis, qui continue à progresser, qui a encore régalé là ce week-end. Je crois qu'ils mettent 4-0 à je ne sais plus quelle équipe. À la Real Sociedad, ouais. Ouais, à la Real Sociedad en plus. Et, les Betis de Pellegrini, je pense que ça peut être sympa en Ligue Europa. Ça peut être un Après- bel objectif pour eux. Après, le dernier Betis sympa en Ligue Europa, on l'a vu à Rennes. Et bon, contre Rennes, c'était sympa le match aller. Ouais. On était au stade, mais le retour, c'était compliqué. Le Betis de Il s'était Kike. fait sortir. Le Betis de Kike s'étienne absolument. Et sinon, Dortmund, ce sera intéressant aussi de voir parce que Maric et Rose ont déjà fait plusieurs parcours en Ligue Europa intéressants à l'époque de Salzbourg. Mais quoi qu'il arrive, en huitième, il y aura de sacrées affiches, quoi. Ça, c'est Franchement, je trouve là, c'est évident. les barrages, alors techniquement, c'est un 16e où il manque du monde. Bon, ces barrages-là, je trouve les affiches plus cool que celles de Ligue des Champions. Tout en étant tout à fait conscient que, même si je trouve ça cool, genre un Leipzig-Real Sociedad, il y aura évidemment moins de qualité sur le terrain que sur un Juve Atlético. N'empêche que je préfère voir ces deux équipes-là, même si la Real Sociedad en ce moment est un peu portée disparue. Enfin voilà, je trouve que c'est plus équilibré. Alors, c'est pas je sais pas, ça sera tous entre 6,5 et 8 sur 10, grand max. Mais même la Atalanta Olympiakos, par exemple, je pense pas le regarder. Ça va dépendre un peu des clashs avec les horaires sur les autres matchs. Mais sur le papier, honnêtement, ça fait quand même plutôt envie, quoi. Ouais, pareil. Ouais, et puis, ouais. il faudra voir aussi où en est l'Atalanta. Christophe, tu parlais Oui, de pour Naples, le mais titre si aussi, l'Atalanta est comme il y a quelques temps, là, quand ils jouaient le titre avec la Lazio et la Juve, il faudra voir ce qu'ils pensent de la Ligue Europa. Puis t'as le côté beaucoup plus équilibré, en fait, qui joue, Oui, c'est qui ça. joue énormément, quoi. Leipzig-Real, il y a un truc aussi, c'est laquelle va rater le plus de grosses occasions. Parce que c'est un peu le lot des deux équipes depuis le début de la saison dans les deux surfaces adverses. Donc, Avec non, un ouais, il y a storytelling vraiment fou. des affiches intéressantes. Storytelling fou, mais qui n'intéressera absolument personne, qui est le retour de Sorloth à Leipzig, lui qui n'est pas incroyable à la Real Sociedad et qui n'était pas incroyable à Leipzig. Il me semble que la presse espagnole écrit déjà sur ce storytelling-là. Bah écoute, Sorloth, honnêtement, je pense que c'est le seul mec qui aura joué dans les deux équipes, donc ils seront bien obligés de faire un article si. Est-ce que c'est pas le mec qui aura joué dans les deux équipes et dont on se souviendra le moins? Bah, c'est bien pour ça que je suis bien content de m'en souvenir. Enfin, c'est pas s'en souvenir techniquement, vu que C'est frais encore, oui, c'est frais. Est-ce que Mais dans en 4 plus, ans, il tu a t'en marqué ce souviendras? week-end. Non, pas ce week-end, mais il a marqué il n'y a pas très longtemps, Sorloth. L'immense Alexander qui est devenu un peu une vanne en haut du banc. Par contre, c'est vraiment la compétition, en tout cas les 16e, des joueurs qui y joueront plus haut dans 1 an ou dans 6 mois. Alors, il y a un nombre de joueurs là qui, à mon avis, on va retrouver dans des grands clubs et qui pourront se montrer sur ce tour-là. Qui seront assez intéressants, les Nkunku, Ishak, Haaland, compagnie, même des joueurs à Séville, à l'Atalanta. Je pense que le nombre de transferts dans les 6-8 mois à venir va être assez important. Pareil à Porto où Luis Diaz et ses sourcils de méchant est apparemment devenu le meilleur joueur du championnat portugais. Donc, curieux de voir ça et voir ce que Sarri va faire avec la Lazio, lui qui était allé remporter la Ligue Europa avec Chelsea. Mais Kylian ne gagne plus un match avec la Lazio. Donc... il y a 2 ans de ça. Donc, Et à on votre verra avis, les favoris actuels sur 538 pour la Ligue Europa, ça a bougé un petit peu avec le tirage. Les 4 premiers. Dortmund, Dortmund est premier, 12%. J'allais dire Dortmund aussi, en tête. 12%. Deuxième, Barça Séville. quand même. Leipzig, Ah ouais 11%. Ils ont mis Leipzig. Troisième, Séville. non, Séville est sixième. Et le Barça est 7%. plus du tout dedans? Le Barça est quatrième, Ah, 9%. Naples, du Porto, coup. c'est Porto qui est troisième, 10%. Ah ouais. Non, Naples est plus bas, pardon. Ils sont à 5%. Parce qu'ils croisent le Barça, j'imagine. Ouais. Et sur la confrontation Naples-Barça, c'est 56-44 en faveur du Barça. Et qui est le deuxième enfin le premier de sa poule de Ligue Europa le mieux placé? Alors, le premier de sa poule de Ligue Europa le mieux placé, je pense que c'est West Ham. Bah ouais, j'aurais mis Leverkusen, moi. Bon, qui même a si là, 7% et Leverkusen Leverkusen est juste derrière, à 6%.
Et derrière suit Monaco en 3 et Lyon est beaucoup plus bas parce qu'il y a Francfort qui est intercalé aussi entre les deux. Oui, après Lyon, je pense qu'un mec de Five sur Elite a vu un match et a dit ok, non, les gars, il faut baisser là. L'algorithme a faux, on va changer tout ça. Bon, voilà pour ce tirage au sort de Ligue Europa qui promet des bons matchs également en tout cas. Et ça, donc les matchs sont quand de 16e? Ils vont être tôt du coup parce que. Ils vont Le être en même 17 et le temps. 24. Voilà. C'est en même temps que les premiers huitièmes de finale Ah d'accord, je pensais que ce serait un peu Enfin, pas en avant. même temps, mais la même semaine. Je pensais que ce serait un peu avancé, mais non. Donc bon, je suis un peu déçu. Ok. Et Lyon Ça et remplace Monaco. les 16e de finale de Ligue Europa en fait. Ouais. Donc, Et du Lyon et coup, Monaco, ce sera le 10 et 17 ça sera en même temps mars. que les matchs retour de Exactement. 8e de Ligue des Champions. On en parlera évidemment dans Vue du banc. La Ligue Évidemment. Europa Conférence, où Rennes n'a pas été mentionné, parce que Rennes a fini premier de sa poule et attend donc les résultats de ses barrages à venir. Je vais les donner. Marseille, Karabag, match aller à Marseille, match retour à Karabag, ça va être fun. PSV Tel Aviv, Fenerbahçe, Slavia Prague, Midtjylland, PAOK. Je sais pas s'il faut dire Midtjylland comme ça, je sais pas comment on dit. Pas d'avis, Vas-y, très bien. Tu pensais Leicester, vraiment qu'on allait te Randers. corriger sur du danois ou... Bah oui, t'es capable de tout, Christophe. Celtic, Bodo Glimt, Sparta Prague, Partizan Belgrade et enfin je crois que c'est Belgrade, oui. Et Rapid de Vienne contre Tottenham ou Vitesse. Et là sur le site de l'UEFA ils mettent Tottenham, mais Tottenham a fait forfait contre Rennes. Donc est-ce qu'ils auront le droit d'être là? Je ne sais pas trop où on en est. Pour l'instant, Est-ce qu'ils auront envie d'être là aussi. C'est ça, j'ai l'impression que la Ligue Europa Conférence pour les finances de Tottenham n'a pas l'air d'être prioritaire. Puis ils ont une crise Covid en ce moment, donc c'est le cadet de leurs soucis. Donc on va commencer par Marseille-Karabag. Qu'est-ce qu'on peut dire de Karabag à part parler d'Abdelazoubir? Bon, Que c'est loin. on va pas se donner un genre. Hein. C'est une équipe C'est qui est en loin. tête de son classement. Que c'est très loin. Oui, c'est loin, ouais. Qui est loin. Non, mais après, le truc que tu peux faire, alors évidemment, ça vole pas très haut, hein, mais c'est regarder les précédents résultats. Là, concrètement, c'est une équipe qui termine juste derrière Bâle dans sa poule, loin devant Nicosie et loin devant le Kairat Almaty, l'équipe d'Azerbaïdjan. Non, eux, c'est l'Azerbaïdjan du Kazakhstan. Donc, du coup, c'est une équipe qui passe pas si loin de la première place et qui a quand même un petit historique européen. Donc, bon, c'est pas un monstre, mais par exemple, il avait paumé contre Kabbalah à l'époque en C3 de mémoire. C'est plus fort que. Il y a aussi un peu ce côté piégeux, mais c'est plus fort que Kabbalah par exemple. Je pense. Alors, c'est un avis pas hyper éclairé, mais je suis pas persuadé que Karabakh soit forcément moins fort qu'une équipe, je sais pas, de 10, 11, 12e de Ligue 1. Quoi. Clairement, c'est pas une équipe de Ligue 2. Quand tu mets en parallèle l'effectif avec un petit peu l'historique de ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait à la fois en sélection et puis précédemment dans leur club, les résultats européens par rapport à d'autres équipes, c'est, tu vois, genre pareil, Wadji, leur attaquant, je le connais pas spécialement, le Sénégalais, mais qui a 4 buts en 5 titularisations. Bon, c'est un mec qui, la saison précédente, avait mis 8 buts en Norvège. C'est-à-dire ça situe un peu le niveau des mecs. C'est pas une équipe qui est aussi forte que Rennes ou autre. Maintenant, faut pas imaginer que tu vas jouer Metz, quoi. Oui, ça doit être entre les deux. Oui, c'est ça. Je pense sincèrement que ça vaut... Ouais, en fait, j'avais cité une équipe, mais en ce moment, en Ligue 1, entre le 5e et le 15e, il n'y a pas grand-chose niveau points. Mais je pense que c'est à peu près du niveau du Montpellier des 3-4 dernières années, par exemple. Quoi. Ouais. Je regardais les feuilles de... Pardon, Flo, après je te laisse enchaîner. Je regardais les feuilles de match de Karabakh. Donc je ne connais aucun joueur à part Abdelazoubir dont tu as parlé, Christophe. Et par contre, je ne savais pas que merci pour l'ambulance. Je ne savais pas que Thomas Ubochan jouait à Nicosie. Donc voilà, je vous le donne. Thomas Ubochan joue à Nicosie. Et Eric Botéac également. Voilà, vous avez ça, je le savais, puisque c'est un ancien Lillois et qu'il fait de temps en temps partie de la watch des nordistes. Flo. Non, oui, je voulais juste dire que Marseille sera bien inspiré de plier ça au match aller. Voilà, je pense que c'est le seul moment où tu peux avoir une mauvaise surprise si tu n'arrives pas à prendre un écart, même de 2 buts au match aller, histoire de pouvoir négocier ce long trajet. Puisque cette année, par exemple, ils n'ont pas perdu chez eux en Champions. Bon, après l'an dernier, ils se sont fait balader sur tous les matchs et ils ont perdu 2 matchs chez eux, face à Villarreal et au Sivasspor, si j'ai bien suivi. Mais tu vois, cette année, par exemple, ils ont réussi à accrocher Bâle au premier match, quoi. Un petit 0-0 à domicile avant de perdre. Donc, pour Marseille, je pense que
la clé, ça va être de plier ça dès le match aller et ensuite de faire ce long voyage et d'essayer de perdre le moins de plumes possible lors du match retour. Florent, toi qui ne prends pas de billets mais qui cite souvent 538, est-ce que tu peux nous donner les Oui. évaluations des 538? Qui est favori selon eux Alors, pour cette sur, compétition qui vit sa première édition, il faut le rappeler, donc ce sera un déjà, vainqueur très important. déjà sur Marseille-Karabag, ça donne 84% de chance à Marseille pour passer. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Sachant que les autres équipes au niveau des 16e de finale qui ont le plus de chances de passer, ça donne 90% de chance à Leicester et 78% au PSV face au Maccabi Tel Aviv, et donc Leicester face à Randers, club danois, il me semble. Oui. Mais du coup, pour la victoire finale, je vais vous faire deviner. Il y a 5 équipes qui sont à 11% de chance. Rennes. 38. Oui, Rennes est dedans, puisque Rennes était favori il y a quelques jours. Ouais, ça, je le savais. Le Ça a été Leicester, rebattu par le tirage. Leicester, oui, 11% aussi. Ça en fait 2. le PSV, Ça en fait 3. La Roma. Ça en fait 4. Il en reste un. Est-ce que vous allez faire le grand chelem? Marseille. Non. Marseille est à 6%. La 5e équipe est dans les déjà qualifiés. Ah, je me rappelle pas des déjà qualifiés, c'est ça le problème. J'essaie de réfléchir. Il y a qui déjà en Ligue Europa C'est pas un Conférence? club. Non, c'est pas l'Union Berlin, non, je pense pas. Non. Euh, On est sur un club d'un pays qui a déjà été cité. Enfin, C'est compliqué ça. sur les quatre pays que vous avez cités, c'est un collègue de championnat d'une des 4 autres équipes, à part Rennes. Donc soit un Italien, soit un... Non, pas West Ham. Feyenoord. Oui, Feyenoord, ouais, qui a 11%. Et sachant que le 6e, c'est Alkmaar qui a 8%. Alkmaar ensuite, qui a vous battu avez- l'Ajax ce week-end, donc ça, je pense que ça a fait monter leur cote. Ouais, c'est possible. Et donc, comme je vous disais, Marseille est à 6%. Et derrière, t'as le Slavia à 4%. Enfin, on tombe assez bas. Mais voilà, selon eux, entre le PSV, Rennes, la Roma, Feyenoord et Leicester, il y a une chance sur 2 d'avoir une de ces équipes vainqueurs à la fin, Mais à l'heure actuelle. les sports-clubs à venir sur les participants de la première édition de la Ligue Europa Conférence vont être Oui, fous. Parce imagine que- sur les effectifs. Non, les effectifs, c'est impossible. Tu connais pas les joueurs. C'est des joueurs générés par un ordinateur. Mais il y a Alashkert, Anorthosis, Flora, Zoria, Jablonek, Slovan Bratislava, Lincoln FC, Murat, Kairat. Murat, on s'en souviendra peut-être. parce qu'ils Après ont joué Murat, Rennes. ouais, ils ont joué Rennes. Ouais. Quel pourcentage de ces clubs-là est en faillite dans les 10 ans, tu vois? Sachant qu'en plus, Karabag, si on te fait deviner la ville, c'est impossible. Puisque la ville liée à Karabag, c'est Agdam, mais c'est une ville fantôme. Une ville qui n'existe plus, donc il joue à Bakou. Mais oui, c'est pas facile. À noter, juste comme ça, je parlais de l'Ajax. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on disait. Mais l'Ajax est 2e du championnat, mais avec une différence de but de plus 45. Ils ont marqué 49 buts, ils en ont pris 4, dont 2 face à l'AZ Alkmaar. Donc ils ne sont pourtant pas premiers, et ils sont même ex-aequo avec le Feyenoord à 36 points, et le PSV est à 37. Donc on est vraiment sur une mauvaise gestion des matchs, puisque normalement, quand tu es à plus 45, t'es pas censé avoir fait 3 nuls et 2 défaites. Finale de la Ligue Europa Conférence le 25 mai à Tirana. Albanie, oui. Franchement, j'espère vraiment qu'un club français va faire quelque chose. Je crois plus en Rennes qu'en Marseille. Mais ce serait cool quand même de voir les Français aller loin dans cette compète qui est à leur portée. Après, le truc, c'est que là encore, on parlait des clubs italiens avec la Ligue Europa et est-ce qu'ils vont la jouer à fond pour l'Atalanta et pour Naples. Je pense que pour Marseille et Rennes, là aussi, Oui. la course au podium, ça va forcément entrer en ligne de compte à un moment Après, donné, Rennes, malheureusement. tu vois, je veux bien, mais si tu gagnes la première Ligue Europa, tu gagnes la Ligue Europa quand t'es Rennes. Je préfère gagner la Ligue Europa et refaire la Ligue Europa une fois qu'aller en Ligue des Champions et perdre Ligue en Europa quart de Conférence, fais attention. Oui, conférence. Oui. La conférence, je vais l'appeler la conférence. Je préfère gagner la conférence et finir 4e que sortir en quart et faire 3e de Ligue 1. Après, le seul truc, Oui, c'est oui. que alors on va pas non plus mésestimer ce monde, genre Bodo Glimt, ils en ont mis 6 à la Roma, c'est une vraie bonne équipe depuis 2-3 ans, mais t'es quand même sur une adversité qui peut te permettre de passer, même en t'en foutant au moins 1 ou 2 tours, et du coup de te retrouver en quart et Ouais. te dire bon, on joue sérieux. C'est-à-dire Oui, que vraiment, c'est il y a quand même, genre là, Karabag, voilà, on a quand même replacé un peu les résultats de cette équipe. Malgré tout, Marseille peut mettre une équipe bis et Sachant passer qu'en sans plus- trop de frayeur, quoi. En plus, Rennes et Marseille peuvent pas se jouer en 8e, donc ça te protège un petit peu. C'est ça, franchement, il y a la Roma qui Il y a même encore sur cette son équipe protection-là, B, Oui, en 8e, ouais. Ok, d'accord. je veux dire, franchement, l'équipe B de la Roma, elle va être chiante à jouer. Tottenham, si Tottenham revient, voilà. Leicester, l'équipe B à base de Patson Daka, ça peut être chiant. Maintenant, le reste,
t'as pas forcément de complexe à faire, quoi. Après, Le PSV sera difficile et je pense que eux peuvent la jouer sérieusement. Historiquement, c'est quand même un club qui aime bien les joutes européennes. Mais bon. après, tu dis ça peut être chiant, mais en fait, là, le ça peut être chiant à cette échelle de compétition, c'est 50-50 au coup d'envoi, Oui, c'est ça. globalement. C'est pas ce qu'on C'est. a évoqué tout à l'heure sur les Chelsea. Ouais, voilà. Donc oui, clairement, je veux dire, en Ligue Europa, tu as les Real Sociedad, Leipzig, Atalanta qui traînent. Là, honnêtement, sur le papier, l'équipe peut-être la mieux armée, c'est peut-être la Roma. Et Sachant que la c'est Roma aura coaché peut-être changé, par José la Roma aura Mourinho. peut-être changé de coach d'ici là, hein, parce que bon, c'est pas non plus le feu à la Roma. Et vu que Mourinho a l'air déjà d'être énervé comme si c'était sa 3e saison là-bas. Et ses résultats sont comme si c'est la troisième, comme si c'était la Mais de plus troisième en saison plus, hein, là-bas, là c'est ils sont marrant. huitièmes. À Tottenham, c'était pareil, hein. Ça commence à devenir un peu le cas partout pour José. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du tirage au sort des 3 compétitions. Alors il y a toujours le doute Tottenham-Vitesse Arnhem, qui officiellement n'est pas levé. Mais bon, on attendra. Parce que par contre, si Tottenham est dans la compète et qu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat en février-mars, ou qu'ils sont très loin, là, ils peuvent, ça peut être vraiment l'épouvantail de la compète. Je pense qu'un Harry Kane en Ligue Europa Conférence, s'il est concentré, il en met 2 ou 3 par match. Donc on verra. Passons au pari avec notre partenaire PMU.fr. Les paris qui vont pas forcément concerner des matchs très proches, puisque c'est la Coupe de France qui attend le football français bientôt. Alors, sur quoi êtes-vous parti, vous, Christophe? Bien, Christophe, tu es parti sur la Coupe de France, et ça va te permettre de parler d'une équipe nordiste qui est sortie de l'actualité depuis quelques années, puisqu'elle joue dans un stade beaucoup trop grand pour ses performances sportives, et qu'elle n'occupe plus grand monde maintenant dans les médias, mais c'est le VAFC. Oui, même si moi, en bossant à la Voix du Nord et en relisant les articles de la Voix des Sports chaque semaine, ça l'est quand même dans mon actualité personnelle, tout en sachant qu'elle n'est pas dans l'actualité. Enfin voilà, on est quand même conscient du fait qu'on relit ça, mais que tout le monde s'en tape un petit peu à l'échelle nationale. Mais donc oui, Valenciennes-Strasbourg, Dame Coupe, qui a mis ses plus beaux habits. Je vais être au match, je crois qu'on annonce, parce que je bosse pour l'AFP sur ce match-là, je suis ravi. Il y aura également Julien Maumont, mais qui lui va, voilà, comme ça. Je pense qu'il écrira un truc de son côté, mais pas envoyé par un média. Mais donc, ce palpitant Valenciennes-Strasbourg, Valenciennes qui, comme tu le dis, ouais, des intérêts un peu populaires. Comme je disais, ça annonce quelques milliers de personnes seulement au stade. Valenciennes, 17e du classement en Ligue 2. Après 18 journées, une différence de but de moins 12, qui est l'avant-dernière du championnat. 20 points, soit un point de plus que Bastia, qui est barragiste. Bon, après, il y a Dunkerque et Nancy, les relégables, qui sont un peu plus loin, mais tout ça pour dire que c'est un petit peu compliqué. Olivier Guégan, le coach, a été licencié. Il a été remplacé par Christophe Dalmotte, qui est un nom qui parlera aux gens qui ont connu cette époque-là. Mais qu'on ne savait pas entraîneur, Christophe Delmotte d'ailleurs. Est-ce qu'il entraînait avant d'arriver à Valenciennes? Bah, il était adjoint en fait. D'accord. Moi, pareil, je savais qu'il était entraîneur parce qu'il était dans le staff, mais c'est un adjoint de longue date en fait. Il a été adjoint de pas mal de staff. Je crois qu'il était adjoint au Havre aussi. Je l'ai eu il y a une semaine, je l'ai totalement oublié. Mais bon, voilà, ça pour dire que il a ses diplômes et c'est son premier vrai poste. Équipe de Valenciennes où on a quelques noms, alors qui moi me parlent pas forcément à tout le monde, mais un nom qui parlera à tout le monde. Il y a Mathieu Debuchy qui est là-bas aujourd'hui pour ceux qui avaient perdu de vue. Également Baptiste Guillaume, un des transferts les plus étonnants de l'histoire du LOSC. Et donc, cette équipe de Valenciennes reçoit Strasbourg. Et mon pari, après toute cette introduction, c'est pour dire que Strasbourg va se qualifier, va gagner dans le temps réglementaire, parce qu'ensuite, il n'y a pas de prolongue, ça va directement au tir au but. C'est coté à 2, pour un raisonnement assez simple, qui est que je pense que le 17e de Ligue 2, qui n'a rien à foutre de la Coupe de France parce qu'il joue son maintien, sur un match du jeudi soir, n'a pas beaucoup de chance face à une équipe de Strasbourg qui va peut-être s'en foutre aussi, mais peut-être pas autant, et qui est beaucoup plus douée, qui a un meilleur banc, etc. Donc là, je suis vraiment sur le côté, la motivation du petit ne peut pas effacer l'écart théorique avec le gros, parce que je suis même pas sûr que le petit soit plus motivé que le gros. Donc Non, voilà, une cote à 2 pour une équipe bien classée en Ligue 1 face à une équipe mal classée en Ligue 2, ça me semble quand même assez intéressant. non, je pense que, à mon avis, Strasbourg et Stéphane auront très envie de jouer la Coupe de France. Parce que Oui, c'est ça. Strasbourg, c'est une belle compète et Stéphane est le dernier coach depuis 2014 à avoir pris une Coupe de France au PSG. Avant ça, c'était le Guingamp de Lajos Gourvenec contre Rennes déjà, qui avait gagné. Et avant ça, c'était Bordeaux contre Evian Tonon Gaillard. Et ça, je pense que Flo s'en souvient. La finale de Coupe de France avec Francis Gillot en 2013. Victoire 3-2. Voilà.
On va continuer à parler avec Christophe parce que lui, il a encore un pari sur la Coupe de France. Oui, Dame Coupe, qui C'est continue à me Lille-Auxerre. séduire. Tu restes dans le Nord. Absolument, Lille-Auxerre, où là je pense que je n'irai pas, mais où Julien Maumont ira, car Julien Maumont va toujours au stade. Là, pour le coup, je pense que les deux équipes s'en foutent. Après, quand je dis s'en foutent, tu fais pas non plus exprès de balancer. D'ailleurs, certains, je pense, bluffent un peu, c'est-à-dire que Lens joue Poitiers, le président de Poitiers a dit qu'ils s'en foutaient complètement de la Coupe de France et que ce qu'ils voulaient, c'était monter en N2. Si je me trompe pas sur la division de Poitiers, donc bon, il y a aussi parfois des trucs de communication. Là, du côté d'Auxerre, la volonté est quand même de monter en Ligue 1. Et du côté de Lille, encore une fois, quand je dis qu'ils s'en foutent, c'est-à-dire que s'ils peuvent gagner le match, ils le feront. Mais je pense que ça devient Après, intéressant quand tu arrives en 8e, quoi. Où vraiment puis ils sont déjà pas très motivés contre la deuxième partie de tableau en Ligue 1. C'est ça. Et si tu fais tourner, et je pense qu'à un moment tu seras obligé de faire tourner parce que derrière tu as un gros match contre Bordeaux, enfin un match un peu, alors match charnière c'est un peu bidon parce que dans le classement comme ça tu as toujours des matchs charnières, mais je pense vraiment que ça sera un match qui peut te faire basculer avant la trêve dans la bonne partie du classement, donc du coup Lille va surtout se focaliser là-dessus, et je pense que la deuxième équipe, la deuxième escouade lilloise n'est quand même pas d'un niveau incroyable, d'ailleurs on la voit assez peu sur le terrain. Donc, je me dis que ça peut un peu se payer, que le fait que Lille fasse tourner. Donc, je vois un match nul, parce que je vois pas non plus Auxerre faire une perf incroyable. Alors après, ça ira au tir au but. Dans mon scénario, on verra ce qui se passe. Mais le nul, c'est à 4,70. Et c'est vraiment très bien coté. Honnêtement, j'ai un peu peur que ce Tour de Coupe de France, il y ait pas mal de 0-0, de vues un partout, des matchs pas palpitants. En plus, Lille, ça sera sur leur pelouse qui est absolument ignoble. Je sais pas si tu as vu le match face à Lyon en détail, mais la pelouse, c'est vraiment de pire en pire. On appelle ça un terrain, pas une pelouse. C'est ça, c'est un un terrain. lieu, c'est un lieu dit, c'est un champ. C'est une bande de terre qui était disponible pour le match entre Lille et Lyon. Ouais, non, c'est terrible. Anthony Lopez qui se cassait la gueule Mais sur un c'est quoi, dégagement sur deux. c'est une question financière, c'est que c'est la mairie ou la ville qui s'en occupe, qu'est-ce qui se passe? En gros, ça leur coûterait plus d'1 million de la changer. Et quand c'est avant une finale de coupe ou avant un euro organisé sur place, bah, c'est la Ligue ou la Fédé, voilà, qui peuvent prendre ça en charge. Là, c'est au club de payer et le club n'a pas envie de payer. Le club ne paye déjà pas, enfin, a déjà gelé des prestations pour les agents. Alors, t'imagines bien que payer une pelouse, c'est pas. S'ils peuvent s'en passer dans la situation actuelle, ils le font. Je pense qu'à un moment, ils sont peut-être mis devant le fait accompli, parce que là, c'est quand même un peu compliqué de jouer au foot en ce moment. Mais là, après avoir déjà joué ce dimanche, rejoué vendredi, je crois que c'est, je ne sais même plus, où le samedi, sur une pelouse assez dégueulasse. En plus, je pense que ça va pas favoriser le beau jeu. Limite, ça va peut-être même plus embêter au cercle Lille, à voir. Ça va peut-être embêter Chelsea aussi dans 2 mois. Oui, si tu la changes pas du tout, ouais, ça peut être une stratégie, comme le mec qui laissait pousser les herbes, genre Giroud qui tondait pas la pelouse. Mais voilà, mon pari, match nul entre Lille et Auxerre, et une qualif qui se joue au tir au but, c'est à 4,70. Merci Christophe. Autour du flot de nous parler de ces deux paris, et lui, la Coupe de France, ça ne l'intéresse pas. Non, Il part je me directement projette. sur la Ligue 1 du 22 décembre, puisque c'est le multiplex pour la dernière journée avant la trêve. C'est ça. Vas-y Flo, t'as OM Reims et Saint-Nantes. Ouais, OM Reims, gros pari assez logique, et peut-être un peu trop logique, puisque la dernière fois qu'on aurait pu faire un pari de ce genre, c'était sur Marseille-Brest, et Brest a finalement gagné face à l'OM. Mais OM Reims, bon, Reims c'est quand même une équipe qui a du mal à attaquer depuis le début de la saison. Je pense que c'est une des plus mauvaises attaques du championnat, même s'il y a eu du mieux récemment, et qu'ils ont quand même un très bon attaquant, un joueur très prometteur avec Hugo Ekitike, que personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Reims, en termes de production offensive, ils sont 15e ou 16e du championnat, et sur les expected goals. Et Marseille a aujourd'hui, encore une fois, une des meilleures défenses du championnat, si ce n'est pas la meilleure, c'est même la meilleure défense du championnat, à la fois en but encaissé et en expected goals concédés, ou non, pas tout à fait en expected goals concédés, mais bon, bref. Toujours est-il qu'ils ont une bonne défense. Donc l'idée est assez simple, c'est de partir sur une victoire de l'OM pour finir cette phase aller sans encaisser de but. Voilà. La cote est à 2,35. Elle me paraît, alors que revoilà Christophe, pour les gens qui ont la vidéo, elle me paraît plutôt intéressante à 2,35. Je pensais pas qu'elle serait vraiment au-dessus de 2, donc je la prends aussi pour ça. Et je me dis que vu
le regain de forme des Marseillais pour finir cette année de la meilleure des façons. Ça serait un petit peu ballot de gâcher ça par une contre-performance contre Reims. Donc une victoire sans encaisser de but. Côté à 2,35, ça me paraît plutôt intéressant pour l'OM pour finir. Merci Flo pour ce premier pari. Le deuxième, donc, c'est un match capital pour le Saint-Etienne de Pascal Duprat qui sera en poste d'ici là normalement. Oui, c'est vrai. A priori, qui sera en poste d'ici là, et ça sera face au Nantes d'Antoine Comboiré. Un duel de coach qui fleurent le début des années, ou le milieu des années 2010, on va dire plutôt. Et surtout, deux équipes qui ouvrent quand même pas mal le jeu. Hein. Alors Saint-Etienne, c'est parce qu'ils peuvent pas vraiment le fermer pour l'instant. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer Pascal Duprat trouver des solutions en l'espace de quelques jours. Mais c'est vrai que Nantes est quand même une équipe très plaisante à voir jouer. Pour son côté, justement, qui calcule pas forcément ce qui se passe, s'ils sont capables de renverser une situation face à Lens, de faire un 2-2, de faire 2-2 face à Strasbourg avec pas mal d'occasions des deux côtés. Donc je pense que face à Saint-Etienne, tu peux avoir un match assez ouvert. Et du coup, une équipe de Nantes qui peut faire pas mal de dégâts, je pense, en transition face à une AS Saint-Etienne qui ne sera pas forcément prête à faire face. Donc je pars sur un match à but et je pars sur plus de 3,5 buts marqués dans le match. Donc c'est coté à 3,30. Et donc j'imagine des buts des deux côtés, hein, des Stéphanois capables de faire la différence, mais des Nantais aussi, un petit 2-2, un petit 3-1, quelque chose comme ça. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, un match à but pour finir l'année à Geoffroy Guichard. Ok, merci Flo pour ce dernier pari. Ce dernier pari de 2021, puisqu'on se retrouvera la prochaine fois à l'occasion des 8e de finale de la Ligue des Champions et les 16e de Ligue Europa. Les barrages, on pourra en parler, même si les clubs français ne sont pas concernés par ces barrages-là. L'OM est concerné en Ligue Europa Conférence, compétition à ne pas confondre. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes, parce qu'on ne sera pas là d'ici là. Mais on sera sur Coparena, et vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur l'application ou le site, où on continue à débriefer notamment la Ligue 1 à travers les grandes affiches et plein d'autres choses. On vous laisse découvrir ça sur coparena.com. Merci à Flo et à Christophe pour leur belle année 2021, et on espère faire encore mieux en 2022. Ciao. Salut. Cordialement, bonne fête.